C'est gros, mais c'est du flafla, c'est pour s'amuser. Je veux que tu nous parles d'un film qui est sorti en début d'été, que j'ai pas vu, mais il semblerait que les bases de ça sont un peu... sont peut-être pas les bonnes. C'est-à-dire que les enquêteurs, à la base, ont fait une job peut-être un peu bâclée ou un peu dramatisée. Ouais. On parle de La Conjuration 2. Qui était d'ailleurs un film très attendu. Oui, mais est-ce que c'est un bon film, un bon divertissement? Oui, c'est un bon film. Okay. Je pense que si les gens, c'est un film de fantômes ou superlatif, et si les gens aiment ce genre de divertissement, c'est sûr qu'ils se régaleront parce que La Conjuration 2 est un excellent film de fantômes. Ce film est sous-titré Le Poltergeist d'Enfield. Et en fait, c'est le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce Poltergeist d'Enfield et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le film versus la réalité des faits enquêtés? Avant de regarder le 2 minutes de bande-annonce, je t'explique aux gens qu'est-ce que c'est qu'un poltergeist. Parce qu'on a le film en tête de 1982-83. On a fait d'ailleurs une reprise tout récemment. Oui. Pendant il y a 3 ou 4 ans, on a refait Poltergeist. Oui, qui était sûrement pas aussi frappante que l'original, qui a vraiment marqué l'imaginaire. Là. Oui, c'était vraiment, je dirais que Poltergeist, l'original, début des années 80, à ce moment-là, c'était le plus grand film de fantômes avec les effets spéciaux. Tout fonctionnait à merveille. Ce film-là était vraiment exceptionnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un poltergeist en tant que tel? C'était assez amusant parce que dans le cas du film Poltergeist, que l'on prenne le film de 1982 et 83 ou bien encore la reprise d'il y a quelques années, on n'est pas ici dans le cas du poltergeist. C'est pas ça un poltergeist. Okay. Quand on utilise le nom parce que ça faisait beau, faisait exotique, mais on n'est pas dans le cas du poltergeist. Il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de phénomène de hantise, donc manifestation de l'au-delà, les scientifiques s'entendent pour dire qu'il y a 3 types de manifestations. Okay. Le premier type de manifestation, c'est la hantise. Donc, la hantise, j'imagine que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, comprennent qu'est-ce que c'est qu'une hantise. C'est un lieu, donc ce sont des manifestations qui se produisent dans un lieu. Souvent, c'est un lieu très ancien. Dans certains cas, par exemple, dans des résidences en Europe, ce sont des résidences qui ont plusieurs siècles, des châteaux qui ont plusieurs siècles. Ça pourrait nous arriver ici en passant, c'est pas jeune, là? Non, dans le lab secret. Dans notre lab, il pourrait y avoir des manifestations. Donc, ce sont des lieux anciens, souvent très anciens, et souvent, des manifestations vont se produire sur des générations. Donc, il y a de très nombreux témoins de phénomènes qui se produisent mystérieusement. Dans certains cas, il peut y avoir des apparitions, quoique tout de suite, je vais dénoncer ça. Quoi? Les apparitions, dans le cas des phénomènes de hantise, les apparitions comptent pour à peu près seulement 1% des phénomènes associés aux fantômes. Donc, c'est très rare, la fameuse apparition du fantôme. C'était un gars, puis il avait un peu bu ce soir-là, fait que on n'en parle pas. C'est pas le lot de la manifestation. Donc, ça, c'est un phénomène de hantise. C'est le lieu. En cas d'un poltergeist, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Ce sont des manifestations. Poltergeist vient d'ailleurs d'un mot allemand qui veut dire qui est composé du mot polter, qui veut dire bruit, et geist, qui veut dire esprit. Donc, c'est un esprit bruyant. Et tu le comprendras, on n'est pas certain s'il y a réellement un esprit dans l'affaire, mais enfin, les manifestations de poltergeist, ce qui les caractérise, ce sont des manifestations qui sont spontanées. Elles vont apparaître un bon après-midi à 2 heures, soudainement ça se met à faire. Ce sont des manifestations destructives. Est-ce que tu me dis c'est que c'est pas uniquement la nuit? Non. Et ce sont des manifestations destructives. Entendons-nous, quand je dis destructives, c'est des coups frappés dans les murs, des meubles qui se renversent, des potiches, des bibelots qui sont lancés sur les murs. Elles apparaissent spontanément. Comme je l'ai mentionné, elles peuvent arriver soudainement un après-midi, elles commencent, elles vont perdurer pendant quelques jours, quelques semaines, et puis elles vont s'arrêter aussi soudainement qu'elles ont débuté. Pas de raison pour débuter, pas de raison pour arrêter. Dans certains cas, rarement, mais dans certains cas, on a vu des poltergeists qui ont perduré pendant des années. Mais généralement, on parle plutôt de quelques semaines, quelques mois. Ce qu'il y a de particulier dans les cas de poltergeist, c'est qu'il y a généralement au centre de la manifestation ce que l'on va appeler l'agent du poltergeist. C'est généralement un adolescent ou une adolescente d'âge pubère ou prépubère qui vit des problèmes émotifs. Et soudainement, c'est comme si ces émotions étaient transmises et se manifestaient de manière surnaturelle. Au lieu, je suis en colère, au lieu de frapper sur la table, il y a un coup qui va résonner dans un mur. Je suis en colère, au lieu de prendre une potiche et la lancer dans le mur, la potiche bondit elle-même vers le mur. C'est comme si mes sentiments étaient transmis, c'est comme si la matière autour de moi ou autour de cet agent du poltergeist se mettait en activité. C'est pour ça qu'on n'est pas certain s'il y a un esprit, l'esprit frappeur. Est-ce que c'est l'esprit frappeur ou est-ce que c'est une forme de télékinésie involontaire? Un bien grand mot, mais si je dis aux auditeurs, aux téléspectateurs, télékinésie, pensez au film Carrie, que tu as probablement vu.
Un des films le plus fait peur dans ma jeunesse. D'ailleurs, qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Oui. Et dans Carrie, on voit des objets qui se mettent en mouvement autour de Carrie White, oui. l'héroïne du film, mais ce ne sont pas des esprits, c'est elle qui provoque ça de manière involontaire. Donc, dans le cas du poltergeist, disons que l'assentiment du milieu de la parapsychologie, c'est que c'est l'agent du poltergeist qui produit la manifestation. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas un esprit de l'au-delà qui se manifeste, simplement un adolescent troublé qui provoque ces manifestations autour de lui. C'est le poltergeist. La troisième catégorie, on va sûrement en parler dans une prochaine émission, c'est le phénomène de la possession. Alors là, on n'est plus dans le cadre de l'esprit ou de la hantise, on n'est plus dans le poltergeist, on est réellement dans le cadre d'une possession. Et c'est pas toujours une possession diabolique. Hein? Les médiums. J'ai ma vision des faits, j'ai hâte d'en parler. Oui, il y a des médiums qui se mettent en transe, ils vont canaliser un esprit. Oui. Donc, c'est une possession volontaire. Mais c'est sûr qu'ici, en Occident, quand on parle de possession, on pense bien sûr à la possession diabolique. Et il y a des cas bien recensés, bien documentés. Un en particulier qui a donné lieu à un procès en Allemagne sur lequel j'ai enquêté. L'affaire de Annelies Michel. Et prochainement, dans une émission, on pourra en faire entendre des bandes audio de ces enregistrements. C'est tout à fait spectaculaire. Donc, on a nos trois types de manifestations. Hantise, poltergeist, possession. Bon. On arrive à notre affaire du poltergeist de Haddonfield. Oui. Veux-tu qu'on regarde la bande-annonce avant? Regardons la bande-annonce du film. Ça dure 2 minutes, mais ça va vous mettre dans le bain. Puis après ça, on va non seulement vous parler du poltergeist, mais également des gens qui sont derrière ce film-là. Oui. Plus ou moins fiables, je vous dirais. On regarde ça. Vous êtes dans ma maison. Allez-vous-en tout de suite. Non, ce n'est pas votre maison. Maintenant, dites-moi quel est votre nom. Je m'appelle Bill Wilkins et j'ai 72 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette voix? Il a l'air désorienté. Il est sénile? La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Ils appellent ça l'Amityville anglais. Cette famille a désespérément besoin de notre aide. Après tout ce que nous avons vu, il n'y a plus grand-chose qui puisse nous ébranler. Mais ce dossier-là, il me hante encore aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression d'entendre cette voix dans ta tête? C'est plutôt comme si elle venait de derrière moi. Comme si elle se servait de moi. Tout va bien, Janet? Ne m'appelez pas Janet. C'est une petite fille adorable. Qu'est-ce qui lui arrive? Un esprit malfaisant essaie de la forcer à commettre le péché ultime. C'est-à-dire? Un meurtre, le suicide, ou bien les deux. Dites-moi que vous nous croyez. Tu sens une présence? Non, aucune. La seule chose que je sens, c'est leur peur. Chérie, tu saignes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une prémonition. J'ai vu ta mort. Qui est-ce? Les membres de cette famille ne sont que des pions. Quelque chose d'inhumain veut te tuer. Si on ne fait pas marche arrière... Non, laissez-nous tranquilles! Tu vas mourir. Alors voilà, excellent film que tu as vu, bon divertissement, mais comme on disait tantôt, parle-nous un petit peu du film en tant que tel, de l'histoire. Bon, d'abord, le film, il faut se dire que il a été réalisé par James Wan, le même qui avait réalisé La Conjuration 1. Oui. D'où le titre La Conjuration 2. C'est bien fait, hein? Il y a un concept. Il y a un concept. Et donc, dans La Conjuration 2, on retrouve en fait les mêmes héros que dans La Conjuration 1, c'est-à-dire le couple Ed et Lorraine Warren, qui sont interprétés ici par Vera Farmiga et Patrick Wilson, qui reprennent ces rôles-là. Donc, c'est un couple de démonologues américains. On va revenir d'ailleurs sur les Warren. Oui. C'est un couple de démonologues américains. Tu les as rencontrés en passant. Oui, à plusieurs reprises. Et j'aurai quelques anecdotes à te raconter. Donc, cette fois, ils sont invités à se rendre à Enfield, qui est une banlieue ouvrière du nord de Londres, où il y a des manifestations surnaturelles qui se produisent.
produisent. Et là, le film va s'enchaîner sur cette histoire de poltergeist dans cette résidence de Enfield. Maintenant, quelle est la véritable histoire du poltergeist d'Enfield? Donc, oublions un instant l'histoire des Warren et leur implication dans l'affaire du poltergeist d'Enfield et regardons l'histoire elle-même de ce poltergeist d'Enfield. Parce qu'on a dramatisé pas mal, semble-t-il, à partir des faits de base. Beaucoup, mais à partir d'une histoire qui, à l'époque, avait défrayé la manchette en Angleterre. C'était l'histoire de fantômes. À un moment donné, dans le film, on nous dit cette histoire, c'est un peu le Amityville d'Angleterre, le Amityville de Londres. Et cette expression n'est pas trop exagérée. À l'époque, en 1977, l'affaire du poltergeist d'Enfield date de 1977. À l'époque, cette affaire-là avait défrayé la manchette et c'était devenu en effet la grosse histoire de fantômes. Alors, je te place un peu dans le contexte de l'histoire. Comment tout ça va se produire? On est d'abord... Tout ça va commencer le 30 août 1977. Les enfants... Là, ici, on est dans... C'est une maison... Je l'ai mentionné. C'est un quartier ouvrier de Londres, quartier d'Enfield. Ce sont des gens relativement pauvres. Et là, ici, on est en présence de Madame Peggy Hudson, qui est née Harper. Elle a 4 enfants. Elle a d'abord Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Pete, 10 ans, et Jimmy, 7 ans. Le petit Jimmy, d'ailleurs, qui ne sera pas vraiment présent lors des événements. Et donc, dans la soirée du 30 août, les enfants vont se plaindre à la mère en disant on entend des grattements, des coups frappés dans le mur. Les filles partagent une chambre, évidemment, Jeannette et sa sœur Elisabeth, et là, Margaret, pardon. Donc, ils partagent une chambre, et là, ils entendent comme des coups frappés dans les murs, des objets qui bougent. Ils ont l'impression qu'il y a des trucs mystérieux qui se produisent. Ils en parlent à la mère. La mère dit bon, ben, tout ça, c'est une blague, allez vous recoucher, puis on n'en parle plus. Le lendemain, reprise des événements, les deux filles se plaignent, encore une fois, Margaret et Janet se plaignent de manifestations étranges dans la chambre. Alors la mère décide cette fois de se rendre sur place. Elle s'assoit, les deux fillettes sont couchées, la mère s'assoit sur un fauteuil à l'entrée de la chambre, ferme la lumière et là attend quelques instants. Et soudain, elle entend une sorte de grattement. Elle ouvre la lumière et voit un meuble qui se déplace de lui-même sur le plancher de la chambre. Alors, évidemment, Mme Hudson est convaincue cette fois qu'il y a quelque chose de surnaturel et elle croit même qu'il y a des gens dans la maison. Pourquoi arrive-t-elle à cette conclusion difficile? Mais bref, elle ramasse la marmaille. J'ai mentionné tantôt 2 garçons, 2 filles, mais un des garçons, le plus jeune des garçons, Jimmy, n'est pas à la maison à ce moment-là. Il est chez un membre de la famille. Donc, tout va tourner autour des 3 premiers enfants, donc Margaret, Janet et Peter. Donc, Madame Hudson prend les 3 enfants, va chez un voisin, et là, elle explique un peu ce qui se passe. Le voisin va se rendre chez Hudson et va faire le tour du propriétaire, ne voit rien, mais décide quand même d'appeler la police. Donc, il y a 2 policiers, 2 constables qui vont se présenter chez les Hudson. Et là, on se trouve sur une rue qui est Green Street à Enfield. Les policiers débarquent, font le tour de la maison. Et pendant qu'un des policiers se trouve au premier étage, il y a une femme policière qui, elle, est au premier étage et elle voit un fauteuil qui se déplace sous ses yeux. Oh my God, OK. Et elle va remplir un procès verbal à cet effet-là. Elle va dire à Mme Hudson, c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres chez vous, mais on ne voit pas d'activité criminelle. Alors, que fait-on? Comment arrêter un fantôme et lui passer les menottes? Voilà. Il n'y a pas de bras. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Ne sachant trop vers quoi se tourner, les voisins vont décider de contacter un journal local, le Mirror, qui va envoyer des journalistes. Et là, les journalistes vont être à leur tour témoins de manifestations. Donc là, les jours s'écoulent. On est là, on est au début du mois de septembre 1977. Le Mirror est sur place. On assiste à des manifestations étranges. L'un des journalistes décide de prendre contact avec la Society for Psychical Research, un organisme bien établi depuis la fin du 19e siècle à Londres. Et là, on va demander un type qui s'appelle Maurice Grosse. C'est peut-être un mauvais choix. Maurice Grosse n'est pas un mauvais enquêteur. Mais quelques jours plus tôt, sa fille est décédée. Donc, on a un bonhomme qui est un peu troublé par le décès récent de sa fille. Et là, il est soudainement parachuté dans une histoire de fantôme. Ça va un peu embrumer son jugement. Quoi qu'il en soit, Maurice Grosse débarque chez les Hudson. Et là, on peut dire que l'enquête sur le poltergeist d'Enfield
débute. Donc, il assiste à son tour à des manifestations, les meubles qui bougent, les coups frappés dans les murs, tout ça. Donc, Maurice Grosse va documenter ça. Quelques jours après le début de son investigation, par un concours de circonstances, il va faire une première présentation de ses observations devant des membres de la Society for Psychical Research, et par le pur hasard se trouve sur place un individu qui s'appelle Guy Lyon Playfair. Okay. Et Guy Lyon Playfair s'est spécialisé justement, il est membre de la Society for Psychical Research et s'est spécialisé dans les cas de poltergeist. Alors Playfair se dit, voilà un cas extraordinaire, il demande de collaborer avec Grosse et voilà que nos deux bonhommes en tandem vont se rendre à Enfield et pendant donc des semaines, voire des mois, ils vont documenter les manifestations d'Enfield. Si je regardais la documentation de ces deux-là, comparativement au film, est-ce que ça se ressemble? Par certains aspects, oui. OK. Donc, on a des manifestations qui sont extraordinaires, coups frappés dans les murs, meubles qui se déplacent. Ce qui est assez particulier, on a par exemple des petits blocs Lego qui sont souvent lancés contre les visiteurs. Okay. Et là, on raconte même à un moment donné que Janet aurait commencé, la plus jeune des filles, aurait commencé à faire des vols planés comme si des forces mystérieuses se saisissaient d'elle dans son lit et la lançaient dans les airs. Okay. Et là, soudainement, Janet va aussi développer une nouvelle caractéristique. Elle va se mettre à parler avec une voix gutturale. En fait, deux voix gutturales. OK. Une voix un petit peu comme ça. Ça, c'est Maurice Madoc. Oui, c'est ça. Madoc Vachon ou des chants inuits, un des deux. et là, Janet va parler avec ces deux voix. L'une de ces voix, dit-elle, est un individu qui est enterré au cimetière local parce que pour m'être rendu sur les lieux, je peux dire que la maison d'Enfield, c'est le 285 Green Street, Okay. pratiquement en face, le cimetière se trouve là. Donc, elles disent, c'est quelqu'un qui est décédé, qui est enterré au cimetière. Et l'autre voix, elle raconte que c'est un homme, un ancien locataire qui a vécu dans l'appartement et qui est décédé dans l'appartement. Okay. Donc, tout ça peut paraître très mystérieux. Bon, pour la voix aussi de l'individu du cimetière, ça peut paraître tiré par les cheveux. Pour ce qui est de la personne décédée dans l'appartement, ben, c'est quand même de notoriété publique. Les fillettes, par exemple, fréquentent l'école et tout le monde sait que dans la maison, avant qu'elles y emménagent, Monsieur Y qui habitait là est décédé. Donc, OK. etc. Donc, c'était pas une légende urbaine, c'est Non. des choses qui ont été prouvées, ils Voilà. l'ont connu. Et puis ça, c'était c'est de qui. notoriété publique. OK. Donc, les fillettes ne font pas preuve d'une vision ou d'un phénomène de clairvoyance Non, en c'est annonçant. Donc, elle parle avec ces deux voix-là qui ne sont pas, pour Grosse et Playfair, ce sont des voix qui sont extraordinaires. De voir une petite fillette très frêle de 10 ans parler avec une voix comme ça, ça peut paraître très étrange. Ah, je suis un gars de 50 ans, ça me fait le même effet, je te jure. Là. Mais on va faire venir à un moment donné un ventriloque qui, lui, n'est pas si impressionné que ça. Donc, OK. on voit, on nage toujours entre deux eaux, et tant et si bien qu'au début de 1978, on parle janvier-février 1978, les manifestations du poltergeist d'Enfield vont commencer à diminuer et vont pratiquement s'arrêter. Alors, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair, convaincus qu'ils en sont à la fin de leur investigation, vont faire leur baluchon et vont quitter les lieux. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ils vont tous deux écrire un rapport qu'ils vont soumettre à la Society for Psychical Research et éventuellement, Guy Lyon Playfair va écrire 2 ans plus tard un ouvrage que j'ai ici d'ailleurs dans sa traduction française qui est « Cette maison est hantée Oui. » qui est paru originalement sous le titre « This house is haunted ». T'es bon en anglais. J'ai l'accent. C'est incroyable. On dirait que c'est du Texas. This house is haunted. C'est britannique. We'll be back. Et donc, cet ouvrage raconte l'histoire du poltergeist d'Enfield. Oui. Mais il y a une autre partie moins glorieuse C'est-à-dire? que l'ouvrage ne mentionne pratiquement pas. OK. Après la fin des manifestations originales, lorsque Guy Lyon Playfair et Maurice Grosse vont se retirer, les manifestations entrent dans une période de léthargie. Et puis voilà qu'elles vont réapparaître quelques semaines plus tard. À nouveau des coups frappés dans les murs, OK. des meubles qui se déplacent. Et là, cette fois, Mme Hodgson contacte à nouveau la Society for Psychical Research qui décide d'envoyer 2 nouveaux enquêteurs. Pas Playfair ni Maurice Grosse. 2 nouveaux enquêteurs, donc un regard neuf sur cette OK. histoire. Alors, on a une femme qui s'appelle Anita Gregory et on a le docteur Beloff qui se présente également sur place, qui lui-même est un illusionniste. Donc, OK. il connaît un peu le... Alors, s'il y a de la trickery autour, là, c'est ça? Et, voilà. Et OK. donc, Beloff arrive sur place avec Mme Gregory et assez rapidement,
ils vont surprendre les enfants à falsifier des manifestations. Donc, un petit coup donné sur un meuble pour le renverser, on va tordre des cuillères, des instruments. Et c'est assez amusant parce que le fait qu'on surprend les enfants à tricher, cet élément-là est présenté dans le film La Conjuration 2. T'es-tu sérieux? On voit les enfants tricher dans La Conjuration 2. Mais ça jette pas un peu d'ombre sur les premières? Mais dans le film, lorsque Jeannette est interrogée, pourquoi avoir falsifié, elle répond, c'est parce que des fantômes m'ont demandé de faire ça. mais dans les faits, il en va autrement. Hein? Donc, les enfants avouent, ils sont pris la main dans le sac. Alors, ils avouent qu'ils ont falsifié des manifestations, mais prétendent qu'ils ont manipulé seulement les événements depuis la reprise des manifestations. Non, mais comment les croire? Mais voilà. Ils jurent qu'ils n'ont rien fait lors des premières manifestations, celles enquêtées par Guy Lyon Playfair et Maurice Grosse. Mais déjà là, à ce moment-là, le poltergeist d'Enfield est entaché. Donc, évidemment, il n'y aura jamais unanimité. Ceux qui s'en tiennent à l'analyse menée par Grosse et Playfair continuent de croire que le poltergeist d'Enfield est authentique. Oui. Et bien sûr, les sceptiques, eux, vont se ranger du côté du rapport de Beloff et de Grégory, qui soutiennent que les enfants sont en fait les manipulateurs qui ont réussi à tromper les enquêteurs. Ce qui est dommage, c'est que dans la version 1, ils étaient le catalyseur, c'est par eux que ça arrivait. Et dans le deuxième cas, ce sont eux les responsables du fait qu'on les croit plus. Voilà, absolument. Donc, le poltergeist d'Enfield ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que c'est l'histoire de fantômes, sans aucun doute, la plus connue des dernières années en Angleterre. Encore aujourd'hui, il suffit de se rendre à Enfield et tous les gens de Green Street, par exemple, vous diront, voilà la maison où s'est produites les événements. C'est un peu comme la maison d'Amityville. Si vous débarquez à Amityville, qui se trouve sur Long Island, en banlieue de New York, et si vous vous présentez sur Ocean Avenue, vous allez non seulement reconnaître les lignes caractéristiques de cette fameuse maison qu'on a vue, mais tous les gens du quartier savent quelle est cette fameuse maison. C'est un peu un point d'attraction. Une attraction un peu macabre, une attraction que les gens n'apprécient pas forcément, ce tourisme surnaturel. Oui, les voisins ne doivent pas être nécessairement heureux de ça. Mais tout le monde connaît la maison du poltergeist d'Enfield. Donc, grosso modo, cette histoire a été un peu entachée par ce que les enfants ont fait. Et on a même, tout récemment, avec la sortie du film La Conjuration 2, on a réussi à retrouver notamment Janet, qui était en fait l'enfant la plus marquée par ces manifestations. Non seulement c'est elle qui aurait été victime de phénomènes de lévitation dans sa chambre, c'est également elle qui parlait avec ses voix gutturales. Oui. Donc, elle était l'élément principal des manifestations d'Enfield. Et pour La Conjuration 2, elle a donné quelques entrevues. Il faut dire que les enfants sont toujours demeurés excessivement discrets par rapport à ces événements-là. Il y a eu ce moment de publicité en 1977, lorsque le poltergeist était évoqué dans les médias, mais après, lorsque l'affaire est retombée, les jeunes sont restés excessivement discrets, ont très très peu parlé de ces événements-là, et là, pour une rare fois, faut comprendre, Jeannette a reparlé de ça. On voit que c'est une femme qui reste très introvertie. OK. Qui s'exprime très, très difficilement sur ces événements. Tu sens que c'est pas un coup de pub? Non. Okay. Et elle continue de maintenir que les manifestations, que oui, c'est vrai que elle, son frère et sa sœur ont pu manipuler à quelques moments des événements parce que ça embêtait maman, puis ils aimaient ça embêter maman, mais elle continue de jurer que près que 90% des manifestations d'Enfield étaient authentiques. Il y a pire que ça? Oui. Il y a les Warren de qui tu veux parler la semaine prochaine aussi. Parce que dans l'affaire de Enfield, il n'y a pas que le poltergeist d'Enfield. Il y a d'autres vedettes. Et les autres vedettes sont les Warren. Les Warren qui, dès les assises du film, on nous présente ce couple comme un couple de démonologues. Ils ont été les vedettes du film La Conjuration 1. On nous dit d'entrée de jeu qu'ils ont été mandatés pour aller enquêter sur l'affaire du poltergeist d'Enfield. Alors là, vraiment, on a déformé des faits. Et ça, je t'en reparle la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Oh, en passant, juste pour mettre les gens au parfum, tu as rencontré, je le disais tantôt, entre autres la dame, tu me disais qu'elle était excessivement gentille. Et on va se quitter là-dessus. Raconte-moi la fois où tu étais dans le salon et tu disais, là, il faudrait qu'on parte, ça n'a plus de sens. À ce moment-là, Ed Warren est excessivement malade, donc il est alité. Et Lorraine Warren veille sur lui comme une infirmière là, à chaque minute pour s'assurer que son mari ne manque de rien. Et puis à un moment donné, moi, je me trouve là avec un caméraman, un ancien de Radio-Canada, Patrice Massenet, que je salue s'il nous regarde ce soir. Et donc, je suis là avec Massenet et à un moment donné, Mme Warren se lève et nous dit « Écoutez, je vais aller voir Ed et je vous reviens dans une minute. » Et là, dès qu'elle se lève, je regarde Patrice Massenet puis j'ai dit « Écoute, si on s'en va pas maintenant,
elle va se mettre à nous faire des biscuits. Donc, c'est une bonne grand-maman qui était excessivement accueillante, qui était excessivement plaisante. C'est rentré pour toi ce matin. Oui. Ça vient, je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Il y a une note dedans, je vais t'inviter à le lire. Ah non! Les biscuits de Madame Watson! C'est elle qui t'a laissé une note. Je sais pas qu'est-ce qui est écrit. Aïe, aïe, aïe. Écoute, je vais me permettre de prendre mes lunettes. C'est pas un problème. Hi, Kristen. You have a camera left as soon. Wanted to give you some cookies. Just more and not good days. Ben, merci, Lorraine. On va en reparler la semaine prochaine. J'espère que cette première édition vous a plu du Lab Secret. Christian Page, Éric Nolin, amusez-vous bien. Si vous avez des suggestions à nous faire, faites-les par le compte Facebook sur lequel vous êtes présentement. Bonne semaine et à bientôt. Bye. Salut. Et va faire le tour du propriétaire, ne voit rien, mais décide quand même d'appeler la police. Donc, il y a 2 policiers, 2 constables qui vont se présenter chez les Hudson. Et là, on se trouve sur une rue qui est Green Street à Enfield. Les policiers débarquent, font le tour de la maison. Rien. Et pendant qu'un des policiers se trouve au premier étage, il y a une femme policière qui, elle, est au premier étage et elle voit un fauteuil qui se déplace sous ses yeux. Oh my God, OK. Et elle va remplir un procès verbal à cet effet-là. OK. Elle va dire à Mme Hudson, c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres chez vous, mais on ne voit pas d'activité criminelle. OK. Alors, que fait-on? Comment arrêter un fantôme et lui passer les menottes? Voilà. Il n'y a pas de bras. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Ne sachant trop vers quoi se tourner, les voisins vont décider de contacter un journal local, le Mirror, qui va envoyer des journalistes. Et là, les journalistes vont être à leur tour témoins de manifestations. Donc là, les jours s'écoulent. On est là, on est au début du mois de septembre 1977. Le Mirror est sur place. On assiste à des manifestations étranges. L'un des journalistes décide de prendre contact avec la Society for Psychical Research, un organisme bien établi depuis la fin du 19e siècle à Londres. Et là, on va demander un type qui s'appelle Maurice Grosse. C'est peut-être un mauvais choix. Maurice Grosse n'est pas un mauvais enquêteur. Mais quelques jours plus tôt, sa fille est décédée. Donc, on a un bonhomme qui est un peu troublé par le décès récent de sa fille. Et là, il est soudainement parachuté dans une histoire de fantôme. Ça va un peu embrumer son jugement. Quoi qu'il en soit, Maurice Grosse débarque chez les Hudson. Et là, on peut dire que l'enquête sur le poltergeist d'Enfield débute. Donc, il assiste à son tour à des manifestations, les meubles qui bougent, les coups frappés dans les murs, tout ça. Donc, Maurice Grosse va documenter ça. Quelques jours après le début de son investigation, par un concours de circonstances, il va faire une première présentation de ses observations devant des membres de la Society for Psychical Research et par le pur hasard se trouve sur place un individu qui s'appelle Guy Lyon Playfair. Et Guy Lyon Playfair s'est spécialisé justement, il est membre de la Society for Psychical Research et s'est spécialisé dans les cas de poltergeist. Alors Playfair se dit, voilà un cas extraordinaire, il demande de collaborer avec Grosse et voilà que nos 2 bonhommes en tandem vont se rendre à Enfield et pendant donc des semaines, voire des mois, ils vont documenter les manifestations d'Enfield. Si je regardais la documentation de ces 2-là, comparativement au film, est-ce que ça se ressemble? Par certains aspects, oui. OK. Donc, on a des manifestations qui sont extraordinaires, coups frappés dans les murs, meubles qui se déplacent. Ce qui est assez particulier, on a par exemple des petits blocs Lego qui sont souvent lancés contre les visiteurs. Et là, on raconte même à un moment donné que Janet aurait commencé, la plus jeune des filles, aurait commencé à faire des vols planés comme si des forces mystérieuses se saisissaient de collaborer avec Grosse. Et voilà que nos 2 bonhommes en tandem vont se rendre à Enfield. Et pendant donc des semaines, voire des mois, ils vont documenter les manifestations d'Enfield. Si je regardais la documentation de ces 2-là, comparativement au film, est-ce que ça se ressemble? Par certains aspects, oui. OK. Donc, on a des manifestations qui sont extraordinaires, coups frappés dans les murs, meubles qui se déplacent. Ce qui est assez particulier, on a par exemple des petits blocs Lego qui sont souvent lancés contre les visiteurs. Et là, on raconte même à un moment donné que Janet aurait commencé, la plus jeune des filles, aurait commencé à faire des vols planés comme si des forces mystérieuses se saisissaient d'elle dans son lit et la lançaient dans les airs. Et là, soudainement, Janet va aussi développer une nouvelle caractéristique. Elle va se mettre à parler avec une voix gutturale. En fait, 2 voix gutturales. Une voix un petit peu comme ça. Ça, c'est Maurice Mad Dog. Oui, c'est ça. Mad Dog Vachon ou des chants Inuits, un des 2. Et
Et là, Jeannette va parler avec ses deux voix. L'une de ces voix, dit-elle, est un individu qui est enterré au cimetière local, parce que pour m'être rendu sur les lieux, je peux dire que la maison d'Enfield, c'est le 285 Green Street, pratiquement en face, le cimetière se trouve là. Donc, elles disent, c'est quelqu'un qui est décédé, qui est enterré au cimetière. Et l'autre voix, elle raconte que c'est un homme, un ancien locataire qui a vécu dans l'appartement et qui est décédé dans l'appartement. Okay. Donc, tout ça peut paraître très mystérieux. Bon, pour la voix aussi de l'individu du cimetière, ça peut paraître tiré par les cheveux. Pour ce qui est de la personne décédée dans l'appartement, ben, c'est quand même de notoriété publique. Les fillettes, par exemple, fréquentent l'école et tout le monde sait que dans la maison, avant qu'elles y emménagent, Monsieur Y qui habitait là est décédé. Donc, OK. Donc, c'était pas une légende urbaine, c'est des choses qui ont été prouvées, ils l'ont connu. Et c'était de notoriété publique. Okay. Donc, les fillettes ne font pas preuve d'une vision ou d'un phénomène de clairvoyance en annonçant. Donc, elle parle avec ces deux voix-là qui ne sont pas, pour Gross et Playfair, ce sont des voix qui sont extraordinaires. De voir une petite fillette très frêle de 10 ans parler avec une voix comme ça, ça peut paraître très étrange. Ah, je suis un gars de 50 ans, ça me fait le même effet, je te jure. Là. Mais on va faire venir à un moment donné un ventriloque qui, lui, n'est pas si impressionné que ça. Donc, on voit, on nage toujours entre deux eaux, et tant et si bien qu'au début de 1978, on parle janvier-février 1978, les manifestations du poltergeist d'Enfield vont commencer à diminuer et vont pratiquement s'arrêter. Alors, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, convaincus qu'ils en sont à la fin de leur investigation, vont faire leur baluchon et vont quitter les lieux. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ils vont tous deux écrire un rapport qu'ils vont soumettre à la Society for Psychical Research, et éventuellement, Guy Lyon Playfair va écrire 2 ans plus tard, composé du mot polter, qui veut dire bruit, et geist, qui veut dire esprit. Donc, c'est un esprit bruyant. Et tu le comprendras, on n'est pas certain s'il y a réellement un esprit dans l'affaire, mais enfin, les manifestations de poltergeist, ce qui les caractérise, ce sont des manifestations qui sont spontanées. Elles vont apparaître un bon après-midi à 2 heures, soudainement ça se met à faire. Ce sont des manifestations destructives. Est-ce que tu me dis c'est que c'est pas uniquement la nuit? Non. Okay. Et ce sont des manifestations destructives. Entendons-nous, quand je dis destructives, c'est des coups frappés dans les murs, des meubles qui se renversent, des potiches, des bibelots qui sont lancés sur les murs. Okay. Elles apparaissent spontanément. Elles peuvent, comme je l'ai mentionné, elles peuvent arriver soudainement un après-midi. Elles commencent, elles vont perdurer pendant quelques jours, quelques semaines, et puis elles vont s'arrêter aussi soudainement qu'elles ont débuté. Pas de raison pour débuter, pas de raison pour arrêter. Dans certains cas, rarement, mais dans certains cas, on a vu des poltergeists qui ont perduré pendant des années. Mais généralement, on parle plutôt de quelques semaines, quelques mois. Okay. Ce qu'il y a de particulier dans les cas de poltergeist, c'est qu'il y a généralement au centre de la manifestation ce que l'on va appeler l'agent du poltergeist. C'est généralement un adolescent ou une adolescente d'âge pubère ou prépubère qui vit des problèmes émotifs. Et soudainement, c'est comme si ces émotions étaient transmises et se manifestaient de manière surnaturelle. Au lieu, je suis en colère, au lieu de frapper sur la table, il y a un coup qui va résonner dans un mur. Je suis en colère, au lieu de prendre une potiche et la lancer dans le mur, la potiche bondit elle-même vers le mur. C'est comme si mes sentiments étaient transmis, c'est comme si la matière autour de moi ou autour de cet agent du poltergeist se mettait en activité. C'est pour ça qu'on n'est pas certain s'il y a un esprit, l'esprit frappeur. Est-ce que c'est l'esprit frappeur ou est-ce que c'est une forme de télékinésie involontaire? Un bien grand mot, mais si je dis aux auditeurs, aux téléspectateurs, télékinésie, pensez au film Carrie, que tu as probablement vu. Oui, qui m'a un des films le plus fait peur dans ma jeunesse. D'ailleurs, qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Oui. Et dans Carrie, on voit des objets qui se mettent en mouvement autour de Carrie White, l'héroïne du film, mais ce ne sont pas des esprits, c'est elle qui provoque ça de manière involontaire. Donc, dans le cas du poltergeist, disons que l'assentiment du milieu de la parapsychologie, c'est que c'est l'agent du poltergeist qui produit la manifestation. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas un esprit de l'au-delà qui se manifeste, simplement un adolescent troublé qui provoque ces manifestations autour de lui. C'est le poltergeist. La troisième catégorie, on va sûrement en parler dans une prochaine émission, c'est le phénomène de la possession. Alors là, on n'est plus dans le cadre de l'esprit ou de la hantise, on n'est plus dans le poltergeist, on est réellement dans le cadre d'une possession.
Et c'est pas toujours une possession diabolique. Hein? Les médiums. J'ai ma vision des faits, j'ai hâte d'en parler. Oui, il y a des médiums qui se mettent en transe, ils vont canaliser un esprit de faire ça. mais dans les faits, il en va autrement. Hein? Donc, les enfants avouent, ils sont pris la main dans le sac. Alors, ils avouent qu'ils ont falsifié des manifestations, mais prétendent qu'ils ont manipulé seulement les événements depuis la reprise des manifestations. Non, mais comment les croire? Mais voilà, ils jurent qu'ils n'ont rien fait lors des premières manifestations, celles enquêtées par Guy Lyon Playfair. Mais déjà là, à ce moment-là, le poltergeist d'Enfield est entaché. Donc, évidemment, il n'y aura jamais unanimité. Ceux qui s'en tiennent à l'analyse menée par Gross et Playfair continuent de croire que le poltergeist d'Enfield est authentique. Oui. Et bien sûr, les sceptiques, eux, vont se ranger du côté du rapport de Beloff et de Grégory, qui soutiennent que les enfants sont en fait les manipulateurs qui ont réussi à tromper les enquêteurs. Ce qui est dommage, c'est que dans la version 1, ils étaient le catalyseur, c'est par eux que ça arrivait. Et dans le deuxième cas, ce sont eux les responsables du fait qu'on les croit plus. Voilà, absolument. Donc, le poltergeist d'Enfield ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que c'est l'histoire de fantômes, sans aucun doute, la plus connue des dernières années en Angleterre. Encore aujourd'hui, il suffit de se rendre à Enfield et tous les gens de Green Street, par exemple, vous diront, voilà la maison où s'est produit les événements. C'est un peu comme la maison d'Amityville. Hein. Si vous débarquez à Amityville, qui se trouve sur Long Island, en banlieue de New York, et si vous vous présentez sur Ocean Avenue, vous allez non seulement reconnaître les lignes caractéristiques de cette fameuse maison qu'on a vue, mais tous les gens du quartier savent quelle est cette fameuse maison. C'est un peu un point d'attraction. Une attraction un peu macabre, une attraction que les gens n'apprécient pas forcément, ce tourisme surnaturel. Oui, les voisins ne doivent pas être nécessairement heureux de ça. Mais tout le monde connaît la maison du poltergeist d'Enfield. Donc, grosso modo, cette histoire a été un peu entachée par ce que les enfants ont fait. Et on a même, tout récemment, avec la sortie du film La Conjuration 2, on a réussi à retrouver notamment Janet, qui était en fait l'enfant la plus marquée par ces manifestations. Non seulement c'est elle qui aurait été victime de phénomènes de lévitation dans sa chambre, c'est également elle qui parlait avec ses voix gutturales. Oui. Donc, elle était l'élément principal des manifestations d'Enfield. Et pour La Conjuration 2, elle a donné quelques entrevues. Il faut dire que les enfants sont toujours demeurés excessivement discrets par rapport à ces événements-là. Il y a eu ce moment de publicité en 1977, lorsque le poltergeist était évoqué dans les médias, mais après, lorsque l'affaire est retombée, les jeunes sont restés excessivement discrets, ont très très peu parlé de ces événements-là. Et là, pour une rare fois, il faut comprendre, Jeannette a reparlé de ça. On voit que c'est une femme qui reste très introvertie. OK. Qui s'exprime très, très difficilement sur ces événements. Tu sens que c'est pas un coup de pub. Non. Okay. Et elle continue de maintenir que les manifestations, que oui, c'est vrai que elle, son frère et sa sœur ont pu manipuler à quelques moments des événements parce que ça embête, perdurer pendant quelques jours, quelques semaines, et puis elles vont s'arrêter aussi soudainement qu'elles ont débuté. Pas de raison pour débuter, pas de raison pour arrêter. Dans certains cas, rarement, mais dans certains cas, on a vu des poltergeists qui ont perduré pendant des années. Mais généralement, on parle plutôt de quelques semaines, quelques mois. Okay. Ce qu'il y a de particulier dans les cas de poltergeist, c'est qu'il y a généralement au centre de la manifestation ce que l'on va appeler l'agent du poltergeist. C'est généralement un adolescent ou une adolescente d'âge pubère ou prépubère qui vit des problèmes émotifs. Et soudainement, c'est comme si ces émotions étaient transmises et se manifestaient de manière surnaturelle. Au lieu, je suis en colère, au lieu de frapper sur la table, il y a un coup qui va résonner dans un mur. Je suis en colère, au lieu de prendre une potiche et la lancer dans le mur, la potiche bondit elle-même vers le mur. C'est comme si mes sentiments étaient transmis, c'est comme si la matière autour de moi ou autour de cet agent du poltergeist se mettait en activité. C'est pour ça qu'on n'est pas certain s'il y a un esprit, l'esprit frappeur. Est-ce que c'est l'esprit frappeur ou est-ce que c'est une forme de télékinésie involontaire? Un bien grand mot, mais si je dis aux auditeurs, aux téléspectateurs, télékinésie, pensez au film Carrie, que tu as probablement vu. Oui, qui m'a un des films le plus fait peur de ma jeunesse. D'ailleurs, qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Oui. Et dans Carrie, on voit des objets qui se mettent en mouvement autour de Carrie White, l'héroïne du film, mais ce ne sont pas des esprits, c'est elle qui provoque ça de manière involontaire. Donc, dans le cas du poltergeist, disons que l'assentiment du milieu de la parapsychologie, c'est que c'est l'agent du poltergeist qui produit la manifestation. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas un esprit de l'au-delà qui se manifeste, simplement un adolescent
adolescent troublé qui provoque ces manifestations autour de lui. C'est le poltergeist. La troisième catégorie, on va sûrement en parler dans une prochaine émission, c'est le phénomène de la possession. Alors là, on n'est plus dans le cadre de l'esprit ou de la hantise, on n'est plus dans le poltergeist, on est réellement dans le cadre d'une possession. Et c'est pas toujours une possession diabolique. Hein? Les médiums. J'ai ma vision des faits, j'ai hâte d'en parler. Oui, il y a des médiums qui se mettent en transe, ils vont canaliser un esprit. Oui. Donc, c'est une possession volontaire. Mais c'est sûr qu'ici, en Occident, quand on parle de possession, on pense bien sûr à la possession diabolique. Et il y a des cas bien recensés, bien documentés. Un en particulier qui a donné lieu à un procès en Allemagne sur lequel j'ai enquêté. Ouais. L'affaire de Annelies Michel. Et prochainement, dans une émission, on pourra en faire entendre des bandes audio de ces enregistrements. C'est tout à fait spectaculaire. Donc, on a nos 3 types de manifestations. Hantise, poltergeist, possession. Bon. On arrive à notre affaire du poltergeist de Enfield. Oui. Veux-tu qu'on regarde la bande-annonce avant? Regardons la bande-annonce du film. Ça dure 2 minutes, mais ça va vous mettre dans le bain. Puis après ça, on va non seulement vous parler du poltergeist, mais également des gens qui sont derrière ce film-là. Oui. Plus ou moins fiables, je vous dirais. On regarde. Ils vont se rendre à Enfield et pendant donc des semaines, voire des mois, ils vont documenter les manifestations d'Enfield. Si je regardais la documentation de ces deux-là, comparativement au film, est-ce que ça se ressemble? Par certains aspects, oui. OK. Donc, on a des manifestations qui sont extraordinaires, coups frappés dans les murs, meubles qui se déplacent. Ce qui est assez particulier, on a par exemple des petits blocs Lego qui sont souvent lancés contre les visiteurs. Okay. Et là, on raconte même à un moment donné que Janet aurait commencé, la plus jeune des filles, aurait commencé à faire des vols planés comme si des forces mystérieuses se saisissaient d'elle dans son lit et la lançaient dans les airs. Okay. Et là, soudainement, Janet va aussi développer une nouvelle caractéristique. Elle va se mettre à parler avec une voix gutturale. En fait, 2 voix gutturales. OK. Une voix un petit peu comme ça. Ça, c'est Maurice Mad Dog. Oui, c'est ça. Mais... Mad Dog Vachon ou des chants inuits, un des deux. et là, Janet va parler avec ces 2 voix. L'une de ces voix, dit-elle, est un individu qui est enterré au cimetière local parce que pour m'être rendu sur les lieux, je peux dire que la maison d'Enfield, c'est le 285 Green Street, pratiquement en face, le cimetière se trouve là. Donc, elles disent, c'est quelqu'un qui est décédé, qui est enterré au cimetière. Et l'autre voix, elle raconte que c'est un homme, un ancien locataire qui a vécu dans l'appartement et qui est décédé dans l'appartement. Okay. Donc, tout ça peut paraître très mystérieux. Bon, pour la voix aussi de l'individu du cimetière, ça peut paraître tiré par les cheveux. Pour ce qui est de la personne décédée dans l'appartement, ben, c'est quand même de notoriété publique. Les fillettes, par exemple, fréquentent l'école et tout le monde sait que dans la maison, avant qu'elles y emménagent, Monsieur Y qui habitait là est décédé. Donc, OK. Donc, c'était pas une légende urbaine, c'est des choses qui ont été prouvées, ils l'ont connu. Et c'était de notoriété publique. Okay. Donc, les fillettes ne font pas preuve d'une vision ou d'un phénomène de clairvoyance en annonçant. Donc, elle parle avec ces 2 voix-là qui ne sont pas... Pour Gross et Playfair, ce sont des voix qui sont extraordinaires. De voir une petite fillette très frêle de 10 ans parler avec une voix comme ça, ça peut paraître très étrange. Ah, je suis un gars de 50 ans, ça me fait le même effet, je te jure. Là. Mais on va faire venir à un moment donné un ventriloque qui, lui, n'est pas si impressionné que ça. Donc, on voit, on nage toujours entre 2 eaux, et tant et si bien qu'au début de 1978, on parle janvier-février 1978, les manifestations du poltergeist d'Enfield vont commencer à diminuer et vont pratiquement s'arrêter. Alors, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, convaincus qu'ils en sont à la fin de leur investigation, vont faire leur baluchon et vont quitter les lieux. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ils vont tous 2 écrire un rapport qu'ils vont soumettre à la Society for Psychical Research et éventuellement, Guy Lyon Playfair va écrire 2 ans plus tard un ouvrage que j'ai ici d'ailleurs dans sa traduction française qui est « Cette maison ».